la première séance de la première semaine du développement embryonnaire humain. Première semaine du développement embryonnaire humain. Pendant la première semaine, les événements sont la fécondation, la segmentation, et pendant la segmentation, il y aura la formation de la morula, ensuite du blastocyste. C'est ce qu'on va voir durant la première semaine. Alors, la fécondation. La fécondation, elle a lieu au niveau de l'ampoule tubaire, le tiers externe des trompes de Fallope. Je vais commencer à partir où le spermatozoïde est au contact avec l'ovocyte 2, bloqué en métaphase 2. L'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, avec sa membrane plasmique et avec la zone pellucide. Le spermatozoïde, avec sa tête, la pièce intermédiaire et le flagelle, et avec le noyau, il est coiffé par une vésicule qu'on appelle la chrosome. Alors, au contact de la zone pellucide, qu'est-ce qui se passe? La membrane plasmique du spermatozoïde possède des protéines qui vont être reconnues par les protéines de la zone pellucide. Parmi ces protéines, la ZP3. La ZP3, elle va reconnaître les protéines de la membrane plasmique du spermatozoïde. Elle va déclencher la réaction acrosomique. C'est quoi la réaction? Et maintenant, vous entendez? Maintenant? Ok, je continue. Désolée, c'est la connexion, c'est pas de ma faute. Ça ne va pas être évident, apparemment. Alors, je continue. Bon. J'ai dit la réaction acrosomique. Lorsque le spermatozoïde est au contact avec la zone pellucide, à partir par sa tête, il va donc s'accrocher par sa partie apicale, et sa membrane plasmique possède des récepteurs, des protéines des protéines membranaires qui vont être reconnues
par les protéines de la zone pellucide, notamment la ZP3. C'est la ZP3 qui va déclencher la réaction acrosomique. C'est quoi la réaction acrosomique? C'est la libération du contenu de l'acrosome. L'acrosome contient plusieurs variétés d'enzymes, notamment l'acrosine. Parmi les enzymes qui se trouvent dans l'acrosome qui coiffe le noyau du spermatozoïde, une vésicule membranaire qui s'est différenciée pendant la spermiogenèse à partir de l'appareil de Golgi, contient différents types d'enzymes. Et parmi ces enzymes, il y a l'acrosine qui va donc provoquer au niveau de la zone pellucide, localement, partiellement, un relâchement partiel, une destruction partielle de la zone pellucide, permettant aux spermatozoïdes d'accéder au niveau de la membrane plasmique de l'œuf. Une fois qu'il a pénétré la zone pellucide, il est maintenant en contact avec la membrane plasmique de l'ovocyte 2 qui est bloquée en métaphase 2. Alors, je continue. Voilà, c'est bon. Dès qu'un spermatozoïde est arrivé au contact de la membrane plasmique de l'ovocyte 2, qui est bloquée en métaphase 2, les granules corticaux, c'est quoi les granules corticaux? On l'a défini la fois dernière, dans la première séance, qui sont des vésicules membranaires contenant des enzymes et qui vont intervenir pendant la fécondation. Elles sont situées sous la membrane plasmique de l'œuf. La pénétration, le contact entre la membrane spermatozoïde avec la membrane plasmique de l'ovocyte va provoquer la libération du contenu de ces vésicules, des granules corticaux. Alors, des granules corticaux, ces enzymes-là vont faire quoi? Vont modifier la zone pellucide. Ils vont la modifier de façon à ce qu'elle ne laisse plus pénétrer les autres spermatozoïdes. Donc, pour favoriser la monospermie et empêcher la polyspermie, empêcher que l'ovocyte soit fécondé par plusieurs spermatozoïdes pour conserver le nombre diploïde du zygote. Donc, alors, une fois le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte 2, qui est bloqué en métaphase 2, alors chez l'espèce humaine, le spermatozoïde va pénétrer tangentiellement et entièrement et tangentiellement à l'intérieur. Il ne reste que la tête, les autres structures, la pièce intermédiaire et le flagelle, ainsi que la membrane plasmique seront détruites. La membrane plasmique, elle va fusionner avec celle de la membrane plasmique de l'œuf. Et le reste sera détruit. Il ne reste que la tête du spermatozoïde contenant l'ADN qui est condensé, très condensé. La membrane nucléaire, lorsque le spermatozoïde se retrouve dans le cytoplasme de l'ovocyte, la membrane nucléaire, elle va se désorganiser. Donc, une fois le spermatozoïde donc, dans le cytoplasme de l'ovocyte 2, il va déclencher quoi? Il va déclencher la reprise de la méiose 2 qui était bloquée au stade métaphase 2. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsque la méiose 2
lorsque la méiose 1, elle reprend, elle continue, méiose 2, prophase 2 et blocage au stade métaphase 2. Donc, ce qui a été pondu par l'ovaire pour être fécondé, c'est un ovocyte 2 bloqué au stade métaphase 2. Donc, la féconde, et j'ai dit que la méiose ne peut reprendre, la méiose 2 ne peut reprendre et s'achever que s'il y a fécondation. Donc, la présence du spermatozoïde va déclencher donc la reprise de la méiose 2 qui était bloquée au stade métaphase 2 avec expulsion du deuxième globule polaire. Voici les deux globules polaires, le premier et le deuxième globule polaire. Voici le lot haploïde maternel et la tête du spermatozoïde, la zone pullucide qui devient dure, qui a été modifiée par le contenu, par les enzymes des granules corticaux pour empêcher la polyspermie. D'accord? Bon. Ça va? Rime, la dernière partie, non, elle n'est pas programmée. Donc, je n'explique, dans les séances de visioconférence, j'ai choisi les parties les plus importantes. D'accord, Rimzal? Rimzal, tu m'écoutes? Tu m'as entendu? Ok. Alors, jusqu'ici, c'est clair? La reprise de la méiose, expulsion du deuxième globule polaire, la méiose 2, dans deux cellules de taille inégale. Une grande, la méiose 2 de l'ovogénèse, bien sûr. Une grande cellule qu'on appelle ovocyte 2, une petite cellule qu'on appelle globule polaire. Pardon, une grande cellule qu'on appelle l'ovule. Hein, lorsque la méiose 2, elle reprend, elle expulse un deuxième globule polaire et là, on peut parler d'ovule. D'accord. Donc, comment se forme le noyau de l'ovule et le noyau paternel? Formation des pronoyaux, hein, ou pronucléi. Un pronoyau maternel ou pronucléus maternel et pronucléus mâle. Hein. On parle de pronoyau lorsque toutes les structures du noyau sont présentes. L'enveloppe nucléaire, elle est présente. Hein. L'ADN, elle est décondensée. Hein. On parle de noyau lorsqu'il y a l'enveloppe nucléaire et le noyau qui est décondensé. Hein. Sachant, hein, à ce stade-là, la reprise à méiose, hein, le noyau du spermatozoïde est toujours condensé, qui a été condensé pendant la spermiogénèse, et le noyau de l'ovule qui vient de terminer la méiose 2, hein, et le noyau, l'ADN n'est pas encore décondensé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, formation du pronucléus maternel. Il se forme à partir du lot haploïde de chromosomes, hein, après expulsion du deuxième globule polaire, hein, l'ADN, hein, donc une enveloppe nucléaire se forme et l'ADN qui était condensé se décondense. Hein, et l'ovule contient 23 chromosomes. Donc, ces 23 chromosomes se décondensent. Hein, se décondensent parce qu'ils étaient condensés. Hein, en même temps qu'une enveloppe nucléaire provenant de l'association de saccule du réticulum endoplasmique les entoure. Hein. Voilà. Il y a aussi, alors, la fécondation, elle déclenche la maturation nucléaire par la reprise de la méiose 2. Et il y a aussi maturation cytoplasmique, hein, par la synthèse des protéines à partir des ARN stockés. Formation du pronoyau paternel. Alors, la tête du spermatozoïde, hein, c'est de l'ADN très condensé. Hein, il s'est condensé
pendant la spermiogenèse, les histones étaient remplacés par d'autres protéines qu'on appelle des protamines. Lorsque la tête spermatozoïde est dans le cytoplasme de l'ovocyte, hein, les protamines sont remplacées par les histamines, hein, pour permettre la décondensation. Il provient de la décondensation du noyau spermatique. Il acquiert lui aussi une enveloppe nucléaire parce que lorsqu'il a pénétré dans l'ovocyte, hein, l'enveloppe nucléaire s'est désorganisée. Alors, dans ces pronoyaux, dans le pronoyau paternel et dans le pronoyau maternel, il va y avoir réplication de l'ADN. Pourquoi? Parce qu'on va voir, hein, juste après la fécondation, vient l'autre événement de la première semaine du développement embryonnaire humain. Après la fécondation, vient le premier stade. Le développement embryonnaire, hein, comprend 3 stades. La segmentation, la gastrulation et l'organogénèse qui commence par la neurulation. Donc, et quand on dit segmentation, c'est une succession de mitoses, hein, plusieurs mitoses. Et avant toute mitose, il y a réplication de l'ADN. Donc, les pronoyaux vont se préparer à la mitose. Ils vont répliquer l'ADN. Dans ces pronoyaux, il y a réplication de l'ADN, comme avant toute division cellulaire. L'œuf est temporairement tétraploïde. Cette d'ADN est initiée par des facteurs présents dans l'ovocyte depuis sa maturation. C'est quoi l'amphimixie? Les 2 pronoyaux se dirigent vers le centre de l'œuf et lorsqu'ils sont très rapprochés, leur chromatine se condense. Pourquoi? C'est le début de la prophase, de la première mitose de segmentation. Ils vont donc migrer tout en se rapprochant, ils vont migrer vers le centre, hein, de l'œuf, tout en se rapprochant, hein, leurs membranes vont se mêler, hein, et dans chacun des 2 noyaux, il va y avoir donc condensation des chromosomes, condensation d'ADN. Hein. Leurs enveloppes nucléaires se désintègrent à prophase de la première mitose de segmentation. Hein. Condensation du noyau, fragmentation de l'enveloppe nucléaire. Hein. Ensuite, la métaphase, la première division de segmentation. C'est la première division de segmentation donc, qui commence. Voilà, la segmentation. On a dit que la fécondation se déroule dans l'enveloppe tubaire. Il va donc le zygote, on parle de zygote lorsqu'il y a un œuf avec un nombre diploïde de chromosomes. Donc, il va se segmenter. Voici la première division de segmentation qui donne 2 cellules filles. Les cellules issues d'une segmentation sont appelées blastomères. On a 2 blastomères, hein, elles vont être de taille inégale dans un. Ensuite, deuxième segmentation, deuxième division mitotique, etc. Voilà un autre schéma qui explique, hein, la pente ovulaire, hein, fécondation ici et segmentation. Alors, tout en se divisant, hein, le germe va migrer, hein, vers l'utérus. Il y a migration le long de la trempe de Fallope, hein, pour rejoindre la cavité utérine. Donc, pendant la segmentation, hein, le germe, en train de subir les divisions mitotiques de la segmentation, migre tout au long de la trempe de Fallope. Cette migration, bien sûr, elle est assurée par la vibration des cils de l'épithélium tubaire. L'épithélium tubaire est un épithélium cilié, comme vous le savez, et la paroi de la trempe de Fallope possède un muscle lisse
qui se contracte. Donc, la vibration et la contraction de la paroi, la vibration d'ici et la contraction de la paroi de la trempe utérine va faciliter, va favoriser cette migration tout au long de la trempe en se dirigeant vers la cavité utérieure, la lumière de l'utérus. Donc, la segmentation. Donc, plusieurs divisions successives. Après un certain nombre de divisions mitotiques, on obtient une masse de cellules qu'on appelle morula. C'est le stade morula. Donc, le temps 0 étant la pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte 2. Ensuite, les stades suivants sont stade 2, blastomère entre 24e et 30e heure. D'accord. Stade 3, blastomère. Pourquoi il y a 3 blastomères? Comme c'était bien défini dans le cours, je l'ai expliqué dans le cours que vous avez, que j'ai déposé dans la plateforme électronique. La segmentation, elle est inégale, elle est asynchrone, parce que l'un des deux blastomères va se diviser avant l'autre blastomère. Donc, la première segmentation dans deux blastomères de taille inégale, et l'un va se diviser avant l'autre. C'est pour ça qu'on a le stade 3 blastomère. D'accord. Donc, quand est-ce qu'on a la morula? La morula, c'est au stade, à partir du stade 16 à 30 blastomères. 16 à 30 blastomères, on parle du stade morula. Alors, cette morula, au niveau de cette morula, apparaît une cavité. Apparaît une cavité, il y a le liquide utérin contenant du glucogène qui a été sécrété, notamment par les glandes utérines. J'ai dit que le glycogène va servir de nutriment pour le blastocyste. Donc, il va pénétrer dans la morula et créer une cavité. Donc, ça, c'est la zone pellucide. Il y a toujours la zone pellucide qui protège l'embryon. Alors, voici, lorsqu'il y a apparition d'une cavité remplie d'un liquide, on arrive au stade blastocyste. Ça, c'est le blastocyste. Ça, c'est le blastocyste vu de l'extérieur, vue externe du blastocyste. Vue externe du blastocyste. Vue interne du blastocyste. Voici la cavité du blastocyste qu'on appelle blastocèle. D'accord? Alors, je pose une question. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Je continue? Vous m'excusez, je n'avais pas fait le plein écran tout à l'heure. Ok, très bien, je continue. Je continue. Au stade blastocyste, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les structures qu'on va observer? Voici le stade blastocyste. En jaune, c'est la zone pellucide. Il y a une couche de cellules périphériques, ce qui en vert va former l'embryoplaste. Donc ça, c'est le blastocyste vu de l'extérieur. Ce qui est en vert, cette couche de cellules s'appelle le trophoblaste. Le trophoblaste. Le trophoblaste à l'origine du placenta. Le placenta embryonnaire, fœtal. Parce que le placenta, c'est une annexe mixte. Il y a une partie maternelle et une partie fœtale. Donc, une couche de cellules périphériques, coloriée ici en vert, qu'on appelle le trophoblaste, à l'origine du placenta. Et à l'intérieur, accolée au trophoblaste, une masse de cellules polyédriques ou sphériques qu'on appelle le bouton embryonnaire
ou embryoblaste qui donnera l'embryon. Voici donc le stade blastocyste. Donc, je récapitule. La première semaine du développement embryonnaire, fécondation. Hein? Reprise à méiose. Première la segmentation. La segmentation, tout en se dirigeant vers la cavité utérine. Formation d'amorula, formation du blastocyste. La deuxième semaine du développement embryonnaire, elle commence à partir du 7e jour du développement. Elle comprend ces trois éléments, ces trois événements. Alors, écoutez bien. Ces trois événements vont se dérouler en parallèle. D'accord? Mais je vais expliquer événement par événement. Alors, ces événements sont nidation. La nidation, c'est lorsque le blastocyste pénètre dans la muqueuse utérine qui a été développée, bien développée. Hein. Ensuite, la prégastrulation à partir du bouton embryonnaire. Et ensuite, ébauchage. Ébauchage, il y a le début de formation des annexes embryonnaires. On va commencer par la nidation. On dit nidation ou bien implantation. Alors, je vais expliquer ce schéma-là. Voici un embryon humain de 7 jours. Là, alors CU, vous notez, CU, cavité utérine. Alors, en vert, c'est l'épithélium utérin. EU, c'est l'épithélium utérin. C'est la glande utérine ici, grain de glycogène, grain de mucus. CFE, c'est la couche fonctionnelle de l'endomètre. Tout ça, c'est la couche fonctionnelle de l'endomètre qu'on a vu ensemble hier, qui s'est développée sous l'influence des hormones ovariennes, oestrogène et progestérone. L'implantation dans la muqueuse utérine commence vers le 7e jour, quand les cellules du trophoblaste, débarrassées de la zone pellucide, il n'y a plus la zone pellucide, sécrètent une enzyme protéolytique qui, alors cette enzyme donc, va détruire donc, localement l'épithélium de surface d'abord, hein, et permettant ainsi à l'embryon de s'enfoncer par son pôle embryonnaire, par le pôle où se trouve le bouton embryonnaire. J'ai dit nidation, prégastrulation et ébauchage des annexes se fait en même temps. Je suis en train d'expliquer la nidation, mais regardez, en même temps, il y a la prégastrulation et la différenciation du trophoplaste. Donc, ne regardez pas ça maintenant. Je suis en train d'expliquer l'implantation. Pendant l'implantation, va se dérouler d'autres événements qui sont représentés dans ce schéma-là. Après, je vais expliquer ça. D'accord? OK? Vous me suivez? Je suis en train d'expliquer événement par événement, sachant que ces trois événements se déroulent en parallèle, en même temps. Donc, le blastocyste s'implante, pénètre par son pôle embryonnaire, c'est-à-dire là où se trouve le bout embryonnaire, grâce aux enzymes sécrétées par donc des enzymes protéolytiques, bien sûr, sécrétées par le trophoblaste. Ça, c'est la zone d'implantation du blastocyste, face postérieure haute de la cavité utérine. Bon, pendant le processus de l'implantation,
regardez. Ça, c'est le trophoblaste. T, c'est trophoblaste. Pendant l'implantation, qu'est-ce qui s'est passé? Le trophoblaste s'est différencié en deux couches distinctes, en deux couches cellulaires distinctes. Vous voyez bien, on parle plus ici, alors on parle plus de trophoblaste, on va parler de C, c'est cytotrophoblaste, S, c'est syncytotrophoblaste. Donc, pendant le processus d'implantation, les cellules trophoblastiques prolifèrent, elles vont se multiplier pour former deux couches distinctes, les voici, en C et en S. Une couche interne, celle-là qui est en contact avec l'embryon, hein, on l'appelle cytotrophoblaste. Et l'autre, elle est externe, hein, externe par rapport au cytotrophoblaste, qu'on appelle le syncytiotrophoblaste. Un syncytio vient du terme syncytium, hein, qui veut dire quoi? Ce syncytium provient de la fusion de plusieurs cellules. On obtient des cellules multinucléées, dont les limites ne sont pas nettes. Hein. Et ensuite, ce sera le syncytiotrophoblaste qui va continuer à sécréter des enzymes protéolytiques, hein, qui, au fur et à mesure qu'il pénètre dans la couche fonctionnelle, il va donc provoquer une érosion, il va détruire, hein, notamment les vaisseaux sanguins. Donc, il est responsable de l'invasion de la muqueuse utérine. Hein. Au 9e jour, apparition de lacunes syncytiales. Et au 10e jour, implantation, nidation complète. Alors, regardez là, hein, tout ça, vous suivez, c'est le cytotrophoblaste. Et ça, c'est le syncytiotrophoblaste. LS, c'est lacunes syncytiales. Des lacunes syncytiales. Des petites cavités qu'on appelle lacunes syncytiales qui apparaissent dans le syncytiotrophoblaste. 11e, 12e jour, le syncytiotrophoblaste pénètre dans le stroma utérin, c'est-à-dire dans la couche fonctionnelle, dans le tissu conjonctif, dans le chorion qui est développé, et érode. Érode quoi? L'endothélium des capillaires maternels. Hein? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va détruire l'endothélium, c'est l'épithélium. Donc, un rappel d'histologie, comme vous le savez, l'épithélium des vaisseaux sanguins s'appelle un endothélium. Donc, puisque cet endothélium est rompu, donc le sang va sortir. Hein, il va sortir et les lacunes syncytiales, hein, vont se remplir de ce sang maternel. Les lacunes trophoblastiques se remplissent alors de sang maternel et la circulation utéroplacentaire commence déjà, hein, à se mettre en place. Au 13e jour, début de formation des villosités, hein, ces expansions, hein, le trophoblaste. Les cellules du trophoblaste vont se multiplier par mitose, hein, et début de formation de première villosité placentaire. Ça, on va en parler dans un chapitre à part, le chapitre placenta. D'accord? Donc, cytotrophoblaste, syncytiotrophoblaste, les lacunes syncytiales remplies de sang maternel, ça c'est le chorion, donc, hein, les capillaires sanguins. Et ça, c'est l'épithélium. Hein, la pénétration, la nidation crée une petite brèche, une ouverture qui est temporairement fermée par un bouchon fibrineux, mais ensuite l'épithélium de surface va se régénérer. Maintenant, la prégastrulation. Alors, je récapitule. La deuxième semaine, 3 événements, hein, qui vont se dérouler parallèlement. La nidation, qui veut dire
l'implantation de l'embryon dans la muqueuse donc, du blastocyste, qui va devenir donc embryon et fœtus ensuite. Alors, et pendant l'implantation, il y aura différenciation. Même au sein de la saucisse, on peut parler d'embryon d'ailleurs. Hein, d'accord. Il y a différenciation donc à partir du trophoblaste de 2 couches distinctes, le cytotrophoblast. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Parce qu'il y a eu une petite coupure maintenant. Vous m'entendez? Ok, je continue. D'accord. Alors, apparition de lacunes syncytiales, hein, qui vont se remplir ensuite de sang. La prégastrulation, donc nidation, prégastrulation. Au fur et à mesure que le blastocyste s'implante, voici le bouton embryonnaire. Le bouton embryonnaire, hein, il va s'organiser en 2 couches de cellules, hein, formant un disque didermique. Voici un disque embryonnaire didermique, c'est-à-dire formé de 2 feuillets. Ici, alors vous n'avez pas ce schéma-là, le fichier que j'ai déposé au niveau de la plateforme électronique. Donc, je l'ai rajouté pour comprendre, hein, comment est la forme du disque embryonnaire didermique. Vous voyez bien, c'est la forme d'un disque. Il y a eu encore une autre coupure. Hein. Vous m'entendez? Pas évident. Pas évident. Alors, dans la région de la masse cellulaire interne se différencient 2 populations cellulaires, 2 feuillets. Une couche de cellules hôtes d'aspect épithélial forme l'épiblaste. Ou ectoblaste primaire. Selon certains auteurs, on ne parle d'ectoblaste qu'après la formation du 3e feuillet. Selon certains auteurs, hein, il s'agit de l'ectoblaste primaire ou épiblaste. Et juste au-dessous, c'est l'entoblaste primaire ou hypoblaste. L'hypoblaste constitue à ce stade le plafond de la cavité du blastocyste, c'est-à-dire le blastocèle. Alors, ça, CB, cavité du blastocyste, CB, cavité du blastocyste ou blastocèle. Voici en vert l'hypoblaste, en bleu l'épiblaste. Et j'ai dit qu'au fur et à mesure qu'il y a prégastrulation, l'embryon est en train de s'implanter et le trophoblaste en train de se différencier en cytotrophoblast et un cytotrophoblast. Ça, c'est la prégastrulation. Hein? Donc, l'hypoblaste, hein, il forme le plafond, comme vous voyez, le plafond du blastocèle.
Je continue. Donc, nidation, prégastrulation, ébauchage des différentes annexes embryonnaires. Je fais un arrêt pour admettre les gens, les étudiants qui sont en train d'accéder à la salle d'attente comme c'est écrit. À l'arrêt, c'est comme ça. Bon. Les annexes de l'embryon, dans quelques petites généralités, il y a quatre annexes. La myose, la vésicule vitéline, le placenta et la lantovide. Ce sont des structures complexes annexées à l'embryon durant sa vie intra-utérine, bien sûr. Elles disparaissent à la naissance, sauf pour la partie intra-embryonnaire de la lantovide à l'origine de la vessie. Bien sûr, elles ont grosso modo un rôle dans la protection mécanique. Hein. Cette protection mécanique est assurée par la myose contre les agents infectieux et contre les agents infectieux pour le placenta. Donc, la protection mécanique est assurée par la myose et antibactérienne par le placenta. Le placenta aussi, il va jouer le rôle de glande endocrine, il va sécréter des hormones. Rôle aussi dans la nutrition, la croissance, la respiration et l'élimination des déchets métaboliques d'embryon et ensuite du fœtus. Alors, on va commencer par l'amnios. Début de formation de l'amnios. Amnios, c'est l'ensemble des amnioblastes et de la cavité forment l'amnios. L'une des versions qui explique la formation de l'amnios, c'est celle-là, la suivante. Si vous lisez d'autres littératures, vous allez trouver d'autres versions, d'autres explications. Donc, on va retenir, nous, celle-là. Vers le 8e jour de gestation, le cytotrophoblast se décolle de l'épiblaste. Regardez l'épiblaste qui était accolé au cytotrophoblast, il se décolle. Il se forme une cavité, c'est la cavité amniotique. Il y a des cellules du cytotrophoblast qui vont se différencier en amnioblastes. Amnioblastes et cavité amniotique forment l'amnios. Donc l'épiblaste ici forme comment dirais-je, le plancher de la cavité amniotique et les amnioblastes forment le toit de la cavité amniotique. Formation de la vésicule vitéline et de la cavité choriale. Les cellules de l'hypoblaste en vert. Ces petits tirés en bleu représentent la multiplication des cellules de l'épiblaste. Cette multiplication des cellules de l'épiblaste va former une couche de cellules, une membrane qu'on va appeler membrane de Heuser. À ce moment-là, cette cavité ne va plus s'appeler blastocèle, mais les cytocèles primaires. Les L pour les cytocèles, ou cavité vitéline, ou vésicule vitéline primaire. Vésicule vitéline primaire. Les cytocèles primaires qui est bordée par une membrane qu'on appelle membrane de Heuser, qui provient de la multiplication des cellules de l'hypoblaste. J'ai dit hypoblaste alors, j'espère que j'ai dit hypoblaste. Des fois, je prononce. C'est ça?
Alors, les cellules de l'hypoblaste prolifèrent en direction du blastocèle qu'elles tapissent. C'est clair? Et forment la membrane de Hauser. Excusez-moi, alors j'ai dit hypoblaste, hypoblaste. Mais vous le savez, en vert, c'est l'hypoblaste. En vert, c'est l'hypoblaste. En vert, c'est l'hypoblaste. Hein? Les cellules de l'hypoblaste se multiplient pour former une membrane, la membrane de Hauser. C'est clair, rectifiez s'il vous plaît si vous êtes en train de prendre des notes. Mais c'est écrit dans la diapo. Les cellules de l'hypoblaste prolifèrent en direction du blastocèle qu'elles tapissent et forment la membrane de Hauser. Le blastocèle prend alors le nom de vésicule vitelline primaire ou le cytocèle primaire. Ensuite, une deuxième vague de multiplication des cellules de l'hypoblaste. Une deuxième vague de multiplication des cellules de l'hypoblaste. Cette vague de multiplication vont pousser, vont refouler la vésicule vitelline primaire, comme vous voyez là. Hein, ça, c'est la vésicule vitelline primaire. Hein, et forme une autre vésicule, une nouvelle vésicule vitelline qui est la vésicule vitelline secondaire ou les cytocèles secondaires, hein, ou bien les cytocèles définitifs. Alors, au 12e jour, une seconde vague de prolifération de l'hypoblaste produit une nouvelle membrane qui refoule la vésicule vitelline primitive ou primaire. La nouvelle cavité formée est la vésicule vitelline définitive ou secondaire, hein, ou les cytocèles secondaires. Au 13e jour, le développement de la vésicule vitelline secondaire s'accompagne de la disparition de la vésicule vitelline primitive. À la fin de la seconde semaine, la vésicule vitelline secondaire perd tout contact avec la vésicule vitelline primitive. Voilà. Au milieu de la seconde semaine, la face interne du cytotrophoblast et la face externe de la vésicule vitelline et de la myose sont recouvertes par un nouveau tissu qu'on appelle le mésoblaste extra-embryonnaire, attention, hein, ou bien le mésenchyme extra-embryonnaire. C'est ce que vous voyez en mauve. En mauve, hein, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire qui apparaît entre le cytotrophoblast. Hein, ensuite, hein, il va entourer aussi, hein, l'amnioblaste ici. Il va continuer à se développer ici. Hein, il entoure aussi, hein, la membrane de Hauser. Dans ce mésenchyme extra-embryonnaire apparaissent des cavités qui confluent, hein, et donnent une cavité unique, la cavité choriale, ou le cellum extra-embryonnaire. Que voici. Regardez. Regardez, ici en rose, que vous voyez ici en rose, hein, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire. C'est le mésenchyme extra-embryonnaire. Hein. Là, c'est la cavité choriale, la cavité choriale ou le cellum extra-embryonnaire. Donc, là, il y a le mésenchyme. Là, au niveau de la membrane de Hauser, il y a des mésenchymes. Au niveau de l'amnion, les amnioblastes forment l'amnion, hein, la paroi de la cavité amniotique forme l'amnion. Hein. Donc, il y a du mésenchyme extra-embryonnaire au contact de l'amnion, hein, au contact de la membrane de Hauser et au contact du cytotrophoblast. Ce que vous voyez en rouge, c'est le cytotrophoblast. Là, c'est le syncytiotrophoblaste avec les lacunes syncytiales. Là, c'est la membrane de Hauser.
les cytocèles secondaires, la cavité amniotique, l'épiblaste et l'hypoblaste. Épiblaste, hypoblaste. Bon. C'est clair? En rose, alors Zinedine, en rose, c'est quoi? Ici, à l'intérieur ou à l'extérieur? Zinedine, à l'intérieur ici, où il y a le curseur? Alors, oui. Bon. À l'intérieur, oui, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire, un nouveau tissu qui se forme. D'accord? Donc, et ce tissu qui se forme, il se creuse une cavité qu'on appelle la cavité choriale. Voici en blanc. La cavité choriale. Donc, on aura du mésenchyme au contact d'un myoblaste, du mésenchyme au contact de la membrane de Hauser et du mésenchyme au contact du cytotrophoblast. En rouge, c'est le cytotrophoblast. À l'extérieur du cytotrophoblast, il y a le syncytiotrophoblast. Jusqu'ici, c'est clair. Je vais continuer. C'est bon, Zinedine. OK? D'accord. Alors, cette cavité, la cavité choriale, ou bien le célome extra-embryonnaire, hein, elle va entourer, donc, cette cavité, on la trouve au voisinage de la cavité amniotique, hein, et au voisinage du célome, des cytocèles secondaires, sauf à ce niveau-là. Sauf à ce niveau-là. Là où il n'y a pas cavité choriale, forme ce qu'on appelle le pédoncule embryonnaire. Donc, le mésenchyme extra-embryonnaire se creuse une cavité qu'on appelle cavité choriale, sauf à ce niveau-là. Sauf à ce niveau-là, il n'y a pas de cavité choriale. C'est ce qu'on appelle le pédoncule embryonnaire qui va former hein, le cordon à l'origine de la formation du cordon ombilical. Donc, la cavité choriale, elle va entourer donc, le sac vitellin. Hein, donc, on la trouve au voisinage du sac vitellin et au voisinage hein, de la cavité amniotique. Sauf en un endroit où le bourgeon embryonnaire est connecté au cytotrophoblast au niveau du pédoncule embryonnaire formant le futur cordon ombilical. Alors, c'est clair pour le pédoncule embryonnaire? La cavité choriale? Hein? Alors, dites-moi, le pédoncule embryonnaire, la cavité choriale? Je continue. La couche du mésenchyme extra-embryonnaire qui est au contact de l'amnion. L'amnion, la paroi, hein, le plafond de la cavité amniotique s'appelle l'amnion. Là où il y a le mésenchyme, ce mésenchyme qui est au contact d'amnion est appelé la somatopleure extra-embryonnaire. Le mésenchyme qui est en contact avec la membrane de Hauser s'appelle la splanchnopleure extra-embryonnaire. Le reste du mésenchyme qui est en contact avec le cytotrophoblast s'appelle la lame choriale. Donc, pédoncule embryonnaire, là où il n'y a pas de cavité choriale. Ce mésenchyme extra-embryonnaire s'appelle la somatopleure extra-embryonnaire. Ce mésenchyme-là, au contact de la membrane de Hauser, s'appelle la splanchnopleure extra-embryonnaire. Le reste du mésenchyme qui est au contact du cytotrophoblast s'appelle la lame choriale.
lame choriale, cytotrophoblast, syncytotrophoblast vont se différencier en placenta embryonnaire, le placenta fœtal, qu'on appelle le chorion. La partie embryonnaire, la partie fœtale du placenta. Formation de l'autre annexe embryonnaire, formation de l'allantoïde, hein, à partir de la membrane, à partir de l'hypoblaste qui va donc s'évaginer, hein, qui va donc former une évagination à l'intérieur, hein, du pédoncule embryonnaire et formant ce qu'on appelle le diverticule allantoïdien. Donc, à la fin de la deuxième semaine du développement embryonnaire, hein, le disque embryonnaire didermique, le voici, avec son amnios dorsal, donc dorsalement, donc l'épiblaste va former la face dorsale de l'embryon. Il y a la mise en place donc à partir de la deuxième semaine, la polarité de l'embryon est mise en place. On peut parler de face dorsale, de face ventrale. Donc, l'épiblaste, c'est-à-dire l'ectoblaste primaire, hein, c'est la face dorsale. Et au-dessous de l'épiblaste, il y a l'entoblaste primaire, l'hypoblaste, qui est la face ventrale de l'embryon. Le disque embryonnaire didermique, avec son amnios dorsal, c'est-à-dire sa partie dorsale, elle est bordée par la cavité amniotique, l'amnios. Par l'amnios. L'amnios est formé par la cavité amniotique, hein, et la paroi de la cavité amniotique est formée par l'amnion ou amnioblaste. Les amnioblastes sont l'amnion. Donc, avec son amnios dorsal et ventralement, hein, avec sa vésicule vitéline ventrale. Ventralement, hein, il est entouré, hein, par la vésicule vitéline. Donc, le disque embryonnaire didermique avec son amnios dorsal, dorsalement, limité par la véniose, et avec sa vésicule vitéline ventrale, ventralement, il est limité par la vésicule vitéline. Donc, ce disque didermique, il est suspendu dans la cavité choriale. Suspendu dans la cavité choriale, hein, par... Voilà une autre présentation schématique qui montre, hein, le disque embryonnaire didermique suspendu dans la cavité choriale par le pédoncule embryonnaire, futur cordon ombilical. Hein, d'accord? Donc, le disque embryonnaire didermique, la myos, la vésicule vitéline, hein, la splanchnopleure, hein, la somatopleure, ici, hein, et là, là c'est le pédoncule embryonnaire, hein, le reste, c'est la lame choriale, hein, d'accord. Le cytotrophoblast, extérieurement, il est tapissé par de syncytotrophoblast. Hein, voilà. Alors, c'est clair?
On a terminé avec la première semaine et la deuxième semaine du développement embryonnaire. C'est bon, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je continue, je quitte la séance. Je peux quitter la séance. Et la séance prochaine, ce sera la troisième semaine du développement embryonnaire et peut-être la quatrième aussi. Vous avez compris, ça va? Je vous écoute. Pas je vous écoute, je dois lire vos messages. Répondez-moi. Ok, très bien. C'est clair. Ça va, très bien. Très bien. Alors, comment l'anidation, c'est la plantation de... Oui, bien sûr, c'est implantation. C'est pas la plantation, implantation. Zinedine, on ne dit pas plantation, on dit implantation. Ah, dans quoi? Dans la muqueuse utérine. Ah, il faut revoir le cours. D'accord, tu es venu en retard, il faut revoir le cours. Le plastocyte va pénétrer à l'intérieur de la muqueuse utérine, hein, qui se retrouve dans la couche fonctionnelle de la muqueuse utérine. Oui, bien sûr, vous pouvez trouver les enregistrements, c'est le délégué. Le délégué doit venir prendre les enregistrements, donc il faut lui parler. Voilà, il y aura des enregistrements, donc vous allez réécouter l'enregistrement et bien comprendre. D'accord? Je ne sais pas si c'est dans la plateforme, donc il faut se renseigner. C'est au délégué de vous le dire. Le délégué, il vient ici au niveau de l'administration. Et je pense, non, c'est pas non, c'est pas au niveau de la plateforme électronique parce qu'ils ne peuvent pas l'insérer. Je pense qu'il doit mettre l'enregistrement au niveau du groupe Facebook. Je pense. Hein. D'accord? Alors, je vous dis au revoir et bon week-end. À la prochaine séance, Inch'Allah. Révisez la première semaine et la deuxième semaine de développement. D'accord? Voilà. Au revoir.